Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui, pour ce premier podcast de l'année 2024, je reçois Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School et spécialiste particulièrement des questions d'économie bancaire et monétaire. C'est la deuxième fois que je la reçois et je vous conseille d'aller écouter le premier épisode, même s'il n'est pas nécessaire pour comprendre celui-ci, mais le premier concernait la crise financière de 2008 et vous pouvez le retrouver dans les archives, mais je vous mettrai également le lien en description. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection de Javier Milei en Argentine et de son programme, spécifiquement son programme économique. Je me suis dit qu'avec les questions de suppression de la banque centrale, de dollarisation et toutes ces choses assez radicales qui étaient lancées dans le programme de Milei, c'était intéressant d'y voir plus clair dans le détail. C'est l'occasion de faire le point avec une spécialiste de ces questions de transition monétaire et de changement de régime bancaire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste après. Nathalie Janson, bonjour. Bonjour. Ou plutôt rebonjour, puisque c'est la deuxième fois que je te reçois dans ce podcast. Et la dernière fois, on avait parlé de la crise financière de 2008. Et là, tu vas être encore dans ton domaine de spécialisation, puisqu'on va parler de l'Argentine et notamment des questions monétaires liées à l'Argentine. Alors bien sûr, si j'ai choisi de parler de l'Argentine, c'est pas par hasard, c'est parce que là on enregistre, nous sommes le 16 décembre 2023 et on est donc à peine quelques semaines après l'élection de Javier Milei à la présidence du pays. Donc ce que je voudrais proposer aux auditeurs, c'est d'abord de faire un tour sur la situation de l'Argentine, ce qui l'a amené dans cette situation difficile, et ensuite voir qui est Milei et quelles sont les réformes qu'il propose et quelles seront les difficultés aussi auxquelles il sera confronté en essayant de mener ces réformes. D'abord, parlons un peu de l'Argentine. Est-ce que tu peux nous décrire à grands traits, on va dire, le parcours de ce pays du point de vue économique et financier dans l'ère moderne, on va dire, depuis un siècle et quelques? Oui, alors l'Argentine, c'est un sujet en effet très intéressant pour les économistes puisque c'est vraiment grandeur et décadence. Une mauvaise histoire ou une belle histoire de grandeur et décadence, en tout cas ça l'illustre parfaitement, puisque l'Argentine, qui effectivement déjà au 19e siècle a fait un petit peu des siennes en termes de crise, eh bien elle a, à l'issue de ces crises au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, en fait, a rebondi pour, au début du 20e siècle, venir concurrencer en fait les économies majeures européennes, notamment l'Angleterre. Ouais. Et elle était en passe de devenir les États-Unis, le nouvel États-Unis. C'est un pays qui est à la fois grand, assez peuplé, et en plus qui est peuplé de gens qui viennent d'immigration un peu du monde entier et qui ont apporté une diversité de talents et de cultures qui auraient pu donner un truc comme les États-Unis, quoi. Tout à fait, oui, puisque donc à un moment donné, ils avaient un PIB par habitant qui était donc supérieur à celui de la France. Ouais. Il faut le savoir, donc comme quoi tout n'est pas acquis, puisque ça n'a pas empêché une décadence en fait lente, mais certaine qui s'est, alors là, pour le coup, une décadence qui s'accentue, voire qui s'enlise, ça dépend comment on veut le percevoir, depuis les années 80. Depuis les années 80, là on a une accumulation de crises, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'impression que l'Argentine va enfin pouvoir se relever, eh bien elle retombe encore et elle retombe toujours plus bas. C'est ça qui est inquiétant. D'accord. Ce qui a marqué l'histoire argentine, c'est l'idéologie qu'on a appelée le péronisme et qui a été appliquée pendant des décennies sur l'économie du pays. Est-ce que tu peux nous décrire ce dont il s'agit et quelles sont ses origines, ses influences ? Alors effectivement, le Perón a marqué vraiment, ça a été un tournant dans l'histoire d'Argentine. On se rappelle tous aussi de la figure d'Eva Perón et de ce qu'elle évoque quand qu'on a tous son image en tête, je pense, même chez les plus jeunes, parce que c'était une image marquante. Et en fait, cette espèce d'exaltation en fait de l'image de l'Argentine et qui mélange à la fois du nationalisme et une préoccupation du peuple argentin. À la fois la nation, mais la nation avec le peuple. Donc on veut effectivement. Donc c'était une forme déjà de nationalisme. Complètement. Donc il se revendiquait explicitement ou pas. En tout cas, il était très admirateur de Mussolini dans la façon dont il avait organisé l'économie. Alors peut-être pas du personnage lui-même, mais en tout cas son organisation économique avait fasciné en fait Perón. L'organisation économique de Mussolini, qui était extrêmement étatisée, c'était vraiment une. Je pense que d'ailleurs Mussolini, encore plus, je crois qu'Hitler se réclamait ouvertement du socialisme.
Oui, oui, tout à fait. Donc là, on était donc dans cette idée que Mussolini avait peut-être inventé un système qui permettait aux classes les plus populaires de bénéficier d'une protection de l'État, avec un État pour qui c'est important de développer et d'éduquer en fait voilà les gens, et ensuite de vraiment porter la nation comme première préoccupation au niveau économique. D'accord. Et donc leur difficulté ensuite, ça a été les difficultés classiques qu'on retrouve dans les économies collectivisées, c'est-à-dire surendettement, dépendance des Argentins à la redistribution financière de l'État, ce genre de choses. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec le national-socialisme, souvent, ce qu'on observe, c'est que on a un État donc qui est évidemment pléthorique, et à partir du moment où l'État fait un peu tout, et surtout va orienter l'allocation des ressources, eh bien, on a un phénomène en fait de clientélisme qui se met en place. Et donc le clientélisme, c'est le pire qui puisse arriver au niveau économique, puisque là, on n'est plus du tout sur des critères d'efficacité. Oui. C'est-à-dire que à la fois les subsides de l'État ne sont pas alloués là où il faut, mais ils sont alloués aux amis. Donc voilà. Donc là, on est vraiment dans un exemple type où le clientélisme mène au copinage, à la corruption. Et en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que pour survivre dans le système, il n'y a jamais assez d'argent. Donc voilà. Non seulement donc il n'y a jamais assez d'argent, mais en plus il faut faire partie du cercle pour pouvoir avoir cette possibilité. Et une autre chose aussi qui a été importante, c'est le fait que au niveau de la gestion de la dette locale et centrale, puisque là aussi en Argentine on a des provinces et un État central. Oui. Et donc en fait les administrations ont devoir de couvrir en fait les dettes des provinces. Donc même si à la limite l'État central parfois aurait pu être mieux géré, avec certains présidents qui ont eu cette velléité, le problème c'est qu'ils ne contrôlaient pas ce qui se passait en province. D'accord. Donc de toute façon, donc il y avait un problème de discipline fiscale entretenu par cette distribution en fait des rôles. D'accord. Donc en fait, leur organisation politique ne permettait pas forcément de mener des réformes drastiques et de manière en étant sûr qu'en fait il n'y ait pas de débordement. Voilà. Ouais. D'accord. Donc problème de dette. Alors ce qui a mené à ce dont je pense la plupart des auditeurs auront entendu parler, ce sont les fameux défauts de l'Argentine sur sa dette. Donc c'est-à-dire que l'Argentine a dit on ne paye plus, on peut plus payer nos créanciers. C'est ça. C'est-à-dire donc là l'histoire a commencé dans les années 80. Ça a été le grand classique des années 80 avec l'endettement de beaucoup de pays d'Amérique latine, dont l'Argentine. Ça a été le début de l'endettement en dollars, puisque en fait c'était vraiment la grande période de l'endettement international, puisqu'avant l'endettement international finalement était pas si développé que ça. Bon, il y a eu des épisodes évidemment, mais vraiment dans les années 80, c'est le contre-coup de l'abandon de l'État noir, où effectivement on avait des monnaies maintenant qui étaient des monnaies fiat, et notamment avec le dollar qui était la monnaie dominante, puisque elle avait dominé par son c'était la seule qui rassurait encore un peu les gens. Exactement. Et donc moi si j'étais épargnant par exemple, enfin via mes institutions financières, mais les institutions financières en tout cas n'allaient pas acheter de la dette libellée en pesos ou en quelle que soit la monnaie des pays en question, parce que on savait pas quelle serait la valeur de la monnaie au moment du remboursement. C'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, on est dans la grande période de la finance internationale, où finalement, quand on est un petit pays étriqué par ses finances locales ou par sa capacité d'épargne aussi, eh bien, on peut avoir ce rêve d'emprunter sur les marchés internationaux. Et donc, à cette époque, les pays d'Amérique latine se sont donnés à cœur joie, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de pays. Le Brésil était sur la même lancée. Ouais, bien sûr. Et comme c'était le début il y avait un mouvement quand même des capitaux qui était relativement libre. Enfin voilà. Donc tout ça a contribué à ce qu'il y ait une espèce d'euphorie sur la dette internationale. C'était très tentant en fait. On se disait, on verra au moment de rembourser. On pense toujours que en empruntant, en fait, ça va nous permettre de développer l'économie et de créer les conditions d'un remboursement. Parce qu'en fait, faut bien garder à l'esprit que c'est l'époque où on pense que la dépense publique est un multiplicateur, que grâce au multiplicateur, finalement, ça va se rembourser tout seul puisque ça va créer de la richesse. Donc si je crée de la richesse, je vais rembourser. Oui. Bon, voilà. Bon,
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que et ça. en fait, Mais oui, le mais c'est vrai que multiplicateur est ouais. aspiré par le clientélisme dans des pays Ouais. comme l'Argentine, et en fait, il multiplie que très faiblement, et donc ne permet pas, et ça c'est ce qu'on a découvert très vite, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien des dettes qui s'accumulent, mais on n'a pas de réserve de change qui s'accumule parallèlement. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle qui essaye d'exporter pour pouvoir, parce que forcément, si vous vous endettez en monnaie internationale, vous avez une petite préoccupation de pouvoir recevoir du dollar, parce qu'il faut bien rembourser. Et là, effectivement, si vos exportations ne suivent pas, c'est-à-dire qu'en fait, si le modèle en fait ne suit pas, il faut bien les trouver, ces dollars. Et si effectivement on n'a pas de capacité, parce que finalement la valeur ajoutée qu'on a attendue de cet endettement n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'en fait il n'y en a pas finalement de valeur ajoutée, il n'y a pas de transformation, eh bien on se retrouve avec une dette qu'on ne peut pas payer. Et là, comme au niveau international, là c'est différent, puisque là vous avez des créanciers qui eux, bah oui, d'accord, vous pouvez pas payer, mais c'était pas mis dans le contrat. Donc là on se retrouve à la première phase dans les années 80 de rééchelonnement des dettes, puisque le problème devenant très très aigu, il fallait trouver des solutions pour ne pas faire défaut. Donc c'est-à-dire on diminue la dette et on l'étale dans le temps. Voilà, c'est ça. C'est là où il y a eu les premières techniques. Enfin, c'est les premières fois où on se met tous ensemble autour d'une table et qu'on applique aujourd'hui des techniques qui sont utilisées aussi bien pour les entreprises que pour les pays. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est que si je diminue ma dette, si je diminue un peu la dette, finalement, je vais augmenter sa valeur, puisque je vais augmenter la capacité de la rembourser. Donc finalement, il vaut mieux peut-être renoncer à peut-être 10% ou 20% de la dette, puisque je vais maximiser en fait son remboursement dans le temps. Donc finalement, l'investisseur qui a misé sur, enfin en tout cas qui a bien voulu prêter, finalement s'en sort mieux en réduisant la dette qu'en l'annulant totalement. Oui, c'est ça. Au moins, il récupère quelque chose. Alors que si c'était un défaut complet et que l'Argentine faisait un bras d'honneur, ce qu'elle pourrait faire, il y a eu des moments où c'était ça. Hein. Mais c'est un fusil à un coup, parce qu'effectivement, on peut faire défaut une fois, mais on va pas reprendre les investisseurs internationaux à reprêter à ce moment-là. Ça a été toute l'époque, la période Kirchner, en fait, où en fait, comme ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls, c'est-à-dire ils se sont retrouvés en défaut, et que voilà, c'était pas la première fois, et que les investisseurs avaient bien compris. En plus, il y a eu des mauvaises négociations au niveau il y a eu des rachats de la dette argentine pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un retour au paiement. Donc on appelait ça les vulture bonds, c'est les vautours. Ah oui, d'accord. Mais ça a été les bons vautours. Et donc vous aviez des tensions. Les Argentins avaient décidé à l'époque de ces gouvernements Kirchner de ne pas rembourser les bons vautours. Parce qu'ils disaient que voilà, ils profitaient de leur situation, etc. Et les bons vautours disaient non, nous on est juste là pour essayer de récupérer un peu de valeur de la dette qui n'a pas été payée, qui a fait défaut. On parle de bons vautours ou de fonds vautours? C'est des fonds vautours qui achètent des obligations qui ne valent plus rien. Oui, c'est des fonds vautours. D'accord. Tout à fait. C'est les fonds vautours, donc leur idée, c'est comme dans toutes les crises, vous avez toujours des fonds qui en fait ont cette capacité de distinguer quelles sont parmi les obligations qui ont fait défaut, qui sont actuellement en train de faire défaut, qui pourraient quand même être achetées pour éventuellement avoir une valeur positive un peu plus tard. Parce qu'en fait, c'est ça le principe intéressant d'une créance, c'est qu'en fait une créance, elle meurt pas tout de suite. Elle peut avoir différentes phases, puisque peut-être qu'on peut pas payer aujourd'hui, mais on va peut-être pouvoir payer demain ou après-demain. D'accord. Donc ça, on a eu le même principe qui a été vu en fait pendant la crise de 2008. Donc si on a des personnes qui ont cette capacité en fait à bien distinguer dans la qualité, dans les différents types d'obligations, lesquelles éventuellement pourraient récupérer un peu de valeur, donc c'est ce qu'avaient fait à l'époque ces fonds vautours. Eh bien, eux, ils disaient, moi, j'attends le remboursement de toute façon, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont bien voulu continuer, à supporter ces obligations qui ne valaient plus rien. Donc, je ne vois pas pourquoi vous me paieriez pas. Et donc, il y a eu une bataille légale très longue qui a eu lieu pendant plusieurs années et qui a empêché, comme il n'y avait pas tant qu'il n'y avait pas une décision finale par rapport à ce problème de justice, pas de nouvelle émission de dette. Ils ne pouvaient plus émettre sur le marché international. Donc là, ça s'est empiré, puisque du coup, ils se sont retrouvés, c'est donc l'époque des gouvernements Kirchner, ils se sont retrouvés dans une économie qui sont aussi des gouvernements péronistes. Totalement. Alors là, on était vraiment dans l'archétype il y a eu des nationalisations, ils avaient nationalisé la compagnie pétrolière. On avait été vraiment, un retour en arrière comme jamais on avait vu depuis l'après-guerre, en fait. Alors ceci dit, ce qui est un argument qu'on entend souvent, c'est de dire, mais regardez, au moment des crises, par exemple en 2001, il y a eu des plans de sauvetage de l'économie dirigés par le FMI.
et qui a obligé l'Argentine à appliquer des solutions libérales. Et regardez, 15 ans, 20 ans plus tard, ça marche pas. Les solutions libérales prônées par le FMI. Alors, est-ce que le FMI a vraiment obligé l'Argentine à se libéraliser en échange du sauvetage parce que le principe, je crois, des plans de sauvetage du FMI, c'est qu'ils envoient, alors notamment comment on appelle ça déjà, les droits de tirage spéciaux, je crois. Oui, les DTS. Voilà, c'est ça. Les droits de tirage spéciaux, donc qui sont constitués d'un panier de monnaie. Oui, c'était l'espérance de développer une monnaie globale qui était le rêve de Keynes, n'est-ce pas, une monnaie mondiale. Bon voilà, le DTS c'était ça. Donc finalement c'est une sorte de, enfin le principe c'est que le FMI donne à l'État des monnaies étrangères qui lui permettent de continuer un peu à se financer et de pas. C'est une espèce de papier, enfin voilà, c'est une espèce de papier qui remplace, comme ils ne peuvent pas avoir de dollars, on va leur donner en échange ça pour continuer à avoir une sorte de liquidité auprès des institutionnels, mais c'est tout, puisque de toute façon c'est pas une monnaie qui circule en dehors des institutions. Voilà. C'est pas une monnaie de marché. Mais c'est une monnaie de secours quand même pour l'État. C'est une monnaie de secours pour l'État, pour éviter effectivement de faire défaut totalement. D'accord. Donc oui, il y a plusieurs choses ici. Il y a d'une part en fait cette incapacité en effet du FMI malgré tout d'essayer d'imposer des plans qui vont être suivis, parce que on en a eu d'autres, hein, même plus récemment avec le gouvernement Macri. De la même façon, le FMI avait bien. Oui, il demande des réformes, mais est-ce qu'elles sont vraiment faites? En fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire là, c'est que bien sûr qu'ils auraient pu les imposer, mais le problème, c'est que Macri, il est revenu en arrière parce qu'il n'arrivait pas à avoir enfin, il y avait des protestations, c'est-à-dire qu'en fait, il n'arrivait pas à faire avancer ses propres réformes. C'est pas qu'il n'a pas voulu les faire. Donc ils ont pris l'argent du FMI, c'est-à-dire l'argent quand même des autres pays, etc. Oui. Indirectement un peu du contribuable dans tous les pays qui ont la capacité de soutenir ceux qui sont défaillants. Et on leur a demandé de faire des réformes, ils ont essayé de les faire, ils se sont empêtrés dedans, ils n'ont pas réussi à les faire. Donc voilà, on peut pas dire qu'il y a eu vraiment un choc de libéralisme. Non. De toute façon, le choc le plus important qu'on ait pu avoir, enfin en tout cas à mon sens, mais je ne suis pas non plus l'experte de l'économie argentine à ce point-là, c'était quand même lorsque Menem est arrivé au pouvoir et que là il a, comme l'inflation était déjà, l'hyperinflation était quand même le mal numéro 1. Donc là on était à la fin du XXe siècle. On était effectivement dans les années fin 80. Et là, il faut savoir que c'était vraiment, l'inflation était à plus de 1000%, c'était du 3000%. Et là, c'était quand même complètement disruptif pour l'économie. Enfin, il y avait plus d'économie qui fonctionnait. Plus personne ne pouvait épargner. Exactement. Vous alliez, enfin, les prix changeaient en demi-journée. Moi, je me souviens avoir eu à cette époque une élève dans mon cours de finance internationale qui était argentine et qui racontait ça à ses petits camarades qui avaient du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Où en fait, effectivement, les gens, en fait, la vie quotidienne est complètement disruptée. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez, vous êtes payé à la demi-journée, vous sortez du travail de votre demi-journée, vous allez au supermarché pour le dépenser parce qu'en fait, et bien évidemment, les dollars circulent sur le marché noir, mais vous dépensez vos pesos parce que vous pourrez pas tous les convertir, donc vous allez en dépenser. Donc du coup, vous faites pression sur les prix puisque vous allez acheter, donc vous contribuez vous-même. Oui, puis j'imagine que les gens achètent, je sais pas, des lave-linges, des voitures, enfin n'importe quoi qui garder la valeur. Mais donc vous entretenez l'inflation puisque du coup, à chaque demi-journée, les gens vont dans les supermarchés, donc il n'y avait plus rien dans les supermarchés. Elle nous expliquait, en fait, vous aviez plein de rayons qui étaient vides. Et là, on voit vraiment quand on est dans une économie d'hyperinflation, et nous, on a du mal à se rendre compte parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça. Éventuellement, vos arrière-grands-parents, pour toi, Pierre, qui est plus jeune, et moi, mes grands-parents l'ont connu, mais pas, voilà, des gens. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas. Vous avez tous vécu en déflation, en fait, la jeune génération. Donc alors, on a tous vécu en déflation carrément. Enfin, non, en déflation, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez entendu comme musique, c'était la déflation. Bien sûr. Voilà, c'est ce que bien évidemment qu'on n'a pas vécu en déflation, mais en tout cas c'est la musique que vous avez entendue. Donc effectivement, c'est cette idée d'avoir des économies où il y a plus rien dans les magasins parce qu'il y a une hyperinflation, c'est quelque chose de difficile à concevoir. Or c'était vraiment ça. Donc c'est disruptif. Aucune entreprise ne peut se projeter dans le temps. La monnaie ne peut plus être utilisée. Donc bien évidemment, les entreprises utilisaient le dollar. À l'époque, il y a pas de, c'est clair. Mais pareil, il y avait des contrôles de capitaux parce que
dans ces cas-là, quand il y a une spirale, la première chose que fait le gouvernement, c'est de mettre des contrôles de capitaux, mais c'est contre-productif. Sinon, ce que font les gens, si on ne met pas en place de contrôle de capitaux, c'est qu'ils vont épargner à l'étranger, exactement. etc. En fait, ils vont déplacer ceux qui ont des avoirs en monnaie, ils les déplacent immédiatement, les convertissent en dollars et les font sortir du pays. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est d'essayer de les faire rester, mais en les faisant rester, en fait, on ne change rien. C'est-à-dire que ceux qui veulent les enlever vont sur le marché noir pour les convertir en dollars, et de toute façon, gardent les coupures chez eux. Donc, de toute façon, c'est ça que beaucoup ont du mal à comprendre, c'est que même un contrôle de capitaux est complètement vain. Alors aujourd'hui, je vous raconte, c'est encore pire, puisque aujourd'hui, avec des crypto-monnaies, c'est même le contrôle de capitaux n'a plus aucun intérêt, et même s'il est toujours là, par exemple en Argentine, vous avez toujours un contrôle de capitaux. Alors évidemment, ça va toujours embêter les mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de ressources, puisque c'est ceux qui effectivement ont moins, qui vont moins avoir d'incitation à essayer de trouver un moyen de faire sortir parce qu'ils n'ont pas suffisamment ou ils n'ont pas les connexions. Et c'est ça, c'est ceux qui sont le plus coincés finalement dans leur pays, dans leur situation, qu'on peut plumer plus facilement. Et c'est ça, donc à l'époque de Menem, donc il y a ce grand épisode, il accède au pouvoir et là, il met en place ce plan qui, je pense, pour l'époque, était aussi original et en tout cas qui était radical par rapport à l'époque, c'était de vouloir mettre en place ce fameux currency board. Donc parce que c'était quelque chose qui était radical au niveau de la politique monétaire, puisqu'un currency board, ça voulait dire que il a annoncé qu'il allait faire $1, un peso. D'accord, c'est ça qu'on appelle un currency board. D'accord, donc c'est une parité. Alors le currency board, il a bien c'est qu'en fait, on n'a plus une banque centrale. Théoriquement, un currency board, ça veut dire que c'est une institution qui reçoit la devise et qui, à chaque fois qu'il en reçoit une, va imprimer. Alors là, j'utilise une image évidemment, mais il va imprimer un peso et c'est tout. C'est sa règle. Donc, elle n'est plus banque centrale puisqu'elle n'a plus de mission. Sa seule mission, c'est à chaque fois qu'il y a une devise qui arrive, c'est de la convertir en monnaie locale, c'est tout. D'accord. Donc il n'y a pas d'élasticité monétaire, si on veut revenir à ce concept-là. Il n'y a pas de décision de politique monétaire. La politique monétaire, c'est le currency board. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. C'est à mi-chemin entre la dollarisation et dont on parlera après, et le fait d'avoir un système classique. Exactement. Donc ça a été la solution qui a été prônée. Il faut savoir que c'était dans un contexte où on était, parce qu'en fin des années 80, c'est aussi la libéralisation des pays de l'Est. Donc c'est pas sans rapport. C'est-à-dire que ça a été la redécouverte des modèles de banque centrale. Je vous rappelle aussi que à cette époque-là, on est en pleine discussion d'indépendance de banque centrale. On sait qu'il faut qu'elle soit indépendante du pouvoir. Donc on est vraiment dans ces thématiques-là. Et il y a une petite musique free banking qui est quand même en arrière-fond, qui est quand même écoutée, notamment des nouveaux pays de l'Est libérés. Et donc, à cet égard, George Selgin, Larry White vont consulter un peu tous ces pays-là qui veulent écouter comment on pourrait gérer différemment. Pour ceux qui connaîtraient pas, George Selgin et Larry White, ce sont les économistes stars du free banking. Du free banking, et des politiques monétaires d'inspiration libérale en général. Tout à fait. Et donc sur ce thème, il y avait aussi Kurt Scholler qui travaillait sur cette question avec George Selgin. Et donc ils ont été aussi consultés pour voir comment on pouvait mettre en place ce currency board, sachant que le currency board qui a le track record le plus impressionnant, c'est celui de Hong Kong. D'accord. Donc, il y a un exemple qui montre que ça marche quand il est appliqué de façon très orthodoxe. Et c'est que ça demande quand même beaucoup de discipline, quoi. Exactement. Malheureusement, Menem en Argentine ne l'a pas incarné de façon disciplinaire à la mode hongkongaise. Je fais un petit retour en arrière. Là, on a pris la situation en disant il y avait 1000-3000% d'inflation, etc. Mais c'était bien le résultat de quelque chose. Donc, est-ce que ça veut dire que la Banque centrale créait de la monnaie et la faisait circuler sur les marchés? Est-ce que c'était via la dette, par exemple? Oui, c'était toujours via la dette à la fois de l'État central et des États des provinces. D'accord. Donc, c'est-à-dire, en gros, on crée de l'argent. On monétise la dette. On crée de l'argent pour leur prêter. Oui. Et eux, ils distribuent. Et donc, ça revient dans l'économie à travers les subventions aux entreprises. Parce que c'est ça, le clientélisme, il est là. C'est-à-dire que j'ai des États qui entretiennent des liens avec des entreprises. Et d'ailleurs, ça sera un des gros problèmes de Milei aujourd'hui. C'est parce que il faut briser le clientélisme. Oui. Et ça, c'est pas facile. Bien sûr. Donc, ça a un prix. D'accord. Et donc, c'est ça, en fait, en général, c'est ça le lien. La raison pour laquelle les dettes, à la fois de l'État ou des États locaux, en fait, entretiennent ce phénomène, c'est parce qu'en fait, ils arrivent en subside des entreprises.
D'accord. Ok. Maintenant, on va parler du parcours de Javier Milei et de son background, c'est-à-dire vraiment d'où il vient, de quel type de profession. Et pour nous, c'est intéressant parce qu'il est économiste. Oui, il a une vraie fait. formation d'économiste, Oui. une expérience aussi d'économiste dans les institutions et en tant que théoricien, je mets un peu des guillemets, mais il a écrit en tout cas des dizaines de papiers académiques en économie. Donc apparemment, il connaît son affaire. Et ce qui est d'autant plus intéressant pour nous chez Contrepoint ici, c'est que il se revendique d'un courant qui nous parle, qui est le libéralisme, le libertarianisme. Alors, oui. Je sais pas comment il faut le. On est à la décrire. frontière entre le libertarianisme et l'anarcho-capitalisme, puisque en fait, il évoque les deux. Et puis, la façon dont il envisage, ou certains de ses proches envisagent aussi les choses avec la privatisation. À la fois même de la mer pour certains de ses acolytes, voilà. Donc là, je crois qu'on n'a jamais des organes, ouais, des voilà. choses comme ça. C'est quand même, on est plus dans l'anarcho-capitalisme. Oui, Parce c'est que ça. là, on étend la droit de propriété privée à tout. En fait, on envisage l'économie comme une grande copropriété où on va tout, où les droits de chacun vont être effectivement dictés par la loi et par des contrats privés. Donc, on va sortir en fait d'un État qui aurait un quelconque rôle dans une économie, parce que là, on contractualise tout. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait dire, selon toi, qu'est-ce qui fait dire aux médias en France et ailleurs qu'il est d'extrême droite? Parce que c'est comme ça qu'il a été présenté, d'extrême droite, trumpiste, etc. Est-ce qu'il y a une part de vrai? Enfin, comment tu vois les choses? Alors, je pense que lui-même aussi, il n'est pas toujours très clair. Enfin, il a pu brouiller l'image, puisqu'effectivement, il dit explicitement qu'il trouve que Trump est très bien. Enfin, c'est un admirateur de Trump. Oui, moi je l'avais entendu dans une interview. Il était, enfin, il est un peu plus nuancé que ça. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il n'est pas anti-Trump primaire. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à Biden, je pense qu'il est Trump. Voilà. Ah oui, clairement, je pense entre Trump et Biden. Alors effectivement, comme Trump aussi a lui-même plusieurs visages. C'est-à-dire qu'il y a le Trump nationaliste qui a normalement que Milei ne devrait pas aimer. Puisque voilà, ça va lui rappeler des moments de péronisme, mais que effectivement il y a des partis de Trump qui sont voilà, America's First, l'énergie, on va tous les écraser parce que. Et puis après c'est le style du personnage aussi. Et je pense que c'est surtout le style parce que il a cette énergie complètement extravagante, il a peur de rien, il est hyper original, il s'en fiche. Enfin bon, voilà. Il y a, je pense qu'il y a et Milei, vu son apparence physique, on voit bien que effectivement ça emprunte à la même image. Et je sais qu'il y a je crois que c'était une journaliste ou un journaliste qui a écrit récemment sur le rôle des coiffures parce que dernièrement on a pas mal d'hommes politiques. Oui, on pense à Boris Johnson, Donald Trump. Le clan des décoiffés, quoi, si on peut dire ainsi. Donc il y a effectivement une originalité, je pense, qui résonne. Et un côté provocateur. Exactement, chez Milei. C'est pour ça qu'il aime bien l'image de Trump, mais effectivement, il aime pas la partie où il va donner des subventions, où il va refermer l'Amérique, puisque effectivement c'est pas. Oui, c'est ça, parce que pour moi, il me semble de l'extérieur que c'est la principale différence entre les deux, c'est que Trump ne s'est jamais dit en faveur du libre échange. Oui, vraiment. Là, sauf quand ça l'arrange, mais pour des raisons souverainistes. Exactement, oui, tout à fait. C'est très, c'est très marginal. Il a quand même l'impression que c'est un jeu à somme nulle, qu'il y a des gagnants et des perdants dans l'échelon international. J'ai pas du tout l'impression que ce soit le cas de Milei. A priori, non. Et c'est sans doute pour ça qu'en fait, du coup, les gens font un amalgame. Ils se disent, voilà, il aime bien Trump, donc il est comme Trump, donc il est nationaliste, donc c'est un extrême droite. Or, pas du tout. Et puis aussi, en France, on a quand même tendance à assimiler, ce qui est quand même très étrange, l'extrême droite et l'ultralibéralisme. Oui, c'est quand même assez fréquent parce que du temps, moi j'ai connu la grande époque de Jean-Marie Le Pen et on avait déjà ce même amalgame parce que lui-même entretenait Jean-Marie Le Pen entretenait un peu l'ambiguïté. Voilà. Bien sûr, donc je pense qu'en France, on n'est pas très à l'aise avec ces concepts-là et on a du mal à comprendre qu'effectivement il peut y avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de libéraliser les entreprises, mais en même temps en les subventionnant pour les protéger de la concurrence étrangère. Ouais. Donc, effectivement, le libéralisme est pour la libération de l'entreprise pour qu'elle entreprenne, mais elle n'est pas pour qu'on la subventionne. Donc, en effet, je pense qu'en France, on a un terreau favorable à cette ambiguïté.
et qui explique pourquoi effectivement on continue à voir à longueur de tirage de journaux que Milei est d'extrême droite alors qu'effectivement son programme ne l'est pas. Autre ambiguïté de Milei, c'est qu'à la fois il a un certain conservatisme. Oui, parce qu'il est contre l'avortement. Il est contre l'avortement, mais en même temps il est pour le marché des organes. Alors vous vous doutez bien. C'est ça, voilà, c'est pas très conservateur, voilà, c'est pas. Voilà, alors pourquoi ? Parce qu'effectivement lui, comme il est pour le droit avant tout, lui il s'exprime en tant que Milei qui est contre l'avortement parce que peut-être qu'il est Mais est-ce qu'il serait pour son interdiction légale ? Moi, je n'ai rien lu de tel, mais je ne vais pas m'avancer. Moi, j'avais entendu parler, je crois, d'un référendum. Je crois qu'il voulait le soumettre éventuellement. C'est possible, mais voilà, moi, j'ai pas lu davantage dessus. Bon, et pareil pour le marché des organes, il se prononçait juste en faveur. Et bien évidemment, alors ça, il est provocateur. Il sait très bien que ce thème-là, ça fait contenir tout le monde, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il le fera vraiment ? Ça, c'est encore autre chose. Exactement. Sachant que ça peut être un thème intéressant quand il est traité comme il faut, mais en tout cas, il l'a fait par provocation, ça c'est certain. D'accord. Alors ensuite, au niveau de son programme économique, donc là peut-être entre l'enregistrement de cette émission et sa diffusion, normalement vous devriez écouter ça en janvier 2023, il se sera passé des choses, il aura peut-être renoncé à d'autres réformes parce qu'il a commencé à renoncer à certaines de ses réformes économiques, mais l'idée principale d'abord c'est de couper dans les dépenses. Jusque là c'est assez classique, donc là d'où la fameuse histoire de la tronçonneuse, on le voit tout le temps avec une tronçonneuse pour symboliser le fait qu'il va faire des coupes claires dans les dépenses de l'État, supprimer des ministères. Là, il l'a fait. Ça, il l'a fait. Oui, bien sûr. Oui. Là, c'est fait. Je crois qu'il a divisé par 2, je crois. C'est ça. Oui. Il y a plus que 9 ministères, un truc comme ça, dont le ministère du capital humain. Intéressant pour. Donc effectivement, très intéressant. Ministère du capital humain, en tout cas original. Oui. Puisque on n'a jamais vu ça avant. Donc ça, à la limite, j'ai envie de dire, on a déjà vu des réformateurs libéraux qui arrivent en disant on va faire des coupes dans les dépenses publiques. Lui, il n'hésite pas à parler. Et ça, c'est intéressant, je trouve, c'est qu'il cherche pas à tourner autour du pot, à cacher le truc, à passer de la pommade. Quand il a fait son discours d'investiture, il a dit, et je vais être clair, il n'y a plus d'argent. Il y a plus d'argent, on va avoir un choc d'austérité, ce sera difficile, ça va faire mal dans un premier temps, etc. Bah oui, parce qu'en fait, il va couper, donc la première chose qu'il va couper dans les subsides, donc le fameux clientélisme. Ouais. Donc c'est ça qui va faire. Je pense que ça c'est la partie la plus dure. Donc les subsides aux entreprises ou aux individus? En tout cas aux entreprises. Il y aura les deux, mais les entreprises qui en vivaient, ça va être dur, puisque du coup, ça va être dur parce que ça va peser sur sa majorité, sur ce qui lui va lui permettre de pouvoir passer d'autres réformes. C'est-à-dire que en faisant la coupe des subsides, il met en péril en fait sa majorité. Oui, parce que faut bien qu'on rappelle aux auditeurs qu'il a été élu président de la République, mais que là, ça, comme dans beaucoup de régimes parlementaires, même si techniquement c'est peut-être un régime présidentiel, mais je veux dire, c'est quand même, il n'y a pas le pouvoir législatif avec ça, et il n'est pas majoritaire au Parlement argentin. Voilà, tout à fait. Donc son parti n'est pas majoritaire. Exactement. Donc il doit composer, et c'est vrai que ceux avec qui il compose, c'est les ex-Massa, enfin c'est ceux de Massa qu'il a affronté, et donc Macri. Donc Macri sera peut-être un peu plus acquis à sa cause, parce que je pense qu'il aurait bien voulu faire la même chose, mais qu'il n'y est pas arrivé. Mais Massa, je ne suis pas sûre que de toute façon, ça va fâcher beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'intérêts en place, quoi. Enfin, exactement. Et donc ça, ça va être un premier test, c'est-à-dire que si effectivement les autres se retournent contre lui parce que ça a été trop vite, trop fort, et que ils trouvent que c'est intenable, voilà. Et puis après, comme il a été dit, il va aussi y avoir des coupures par rapport au poste, c'est-à-dire que quand un État est pléthorique, évidemment, il y a plein de gens qui travaillent pour l'État et pour rien, donc il va couper ses postes, parce qu'il a déjà annoncé, il renouvelle pas tous les récemment employés par il a dit qu'il ne les reconduisait pas, tous ceux qui avaient été embauchés à moins d'un an, et si je ne me trompe pas, ceux-là ils sont pas donc pareil, ça veut dire que ça met des gens dans la rue. Faut juste se rappeler ce qui s'est passé en Grèce. Oui. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays où vous dépendez de l'État, c'est-à-dire que votre activité consiste à vous payer sur la bête en ayant un emploi public, plus en cumulant un emploi privé, et qu'on vous dit tout à trac, c'est terminé. C'est dur. Et on rappelle, comme on l'a dit précédemment, les gens qui souffrent aujourd'hui sont les populations qui ont le moins de revenus et qui vont continuer à souffrir encore avec les réformes de Macri. C'est-à-dire que de Milei. Désolé, de Milei. Donc ça, c'est quand même, c'est un problème. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à donner une lumière.
Là, parce que quand lui prévient, ça va augmenter le chômage, la pauvreté, etc. Oui. Là, du coup, j'imagine que c'est facile de paniquer en se disant, mais enfin, si ça rend la situation pire, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et je crois que du point de vue économique, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce qui est dur, c'est la période d'ajustement où il y a une réallocation des moyens humains et financiers vers les activités productives. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, puisque les entreprises prospères n'existent pas encore. Enfin voilà, ce sera aux gens aussi de voir eux-mêmes, de créer eux-mêmes leur emploi de demain, quoi. Exactement. Donc ça, c'est la partie la plus difficile parce qu'effectivement, il va y avoir des moments de tension et il faut voir. Alors à la fois de majorité au niveau parlementaire, mais aussi au niveau de la rue. Voir effectivement si les gens qui en ont déjà assez, c'est-à-dire qui déjà subissent la situation dramatique de l'Argentine, jusqu'à est-ce que effectivement ils croient dans cette lumière, c'est-à-dire qu'ils vont se dire bon, alors il y a encore quelques mois à subir et enfin on va avoir de la lumière. Donc il faut que les résultats quand même arrivent vite, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit donné en échange, c'est sûr. Donc ça, c'est pour la partie coupe dans les dépenses publiques. Ce qui est plus original en revanche, et j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu, c'est qu'il proposait pendant sa campagne présidentielle d'abolir la Banque centrale. Donc là, il s'agit pas de dire on va avoir une bonne politique monétaire, il s'agit de dire je supprime la Banque centrale. Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît des pays qui fonctionnent sans Banque centrale? Oui, il y en a. Alors, je vais vous rassurer. Voilà, il y en a quelques-uns. On peut vivre sans Banque centrale. Voilà, on peut vivre sans Banque centrale. Alors, je crois que l'exemple le plus vieux, c'est le Panama, qui n'a pas de banque centrale. Mais qui en a une indirectement, puisque ils fonctionnent en dollars. Oui, mais c'est un choix. C'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de ce choix, ils l'ont fait. Oui. Bon, voilà, ils fonctionnent très bien. Alors bon, vous me direz, c'est souvent des pays qui ont des transferts en fait de leurs résidents qui sont partis et qui en fait reçoivent beaucoup de dollars. C'est la même histoire que pour le Salvador. Le Salvador s'est dollarisé parce que ils avaient jusqu'à 25% de leur PIB qui était des transferts de l'étranger et qui se sont dit pourquoi s'embêter avec un taux de change alors que de toute façon on est extrêmement dépendant du dollar. Donc soit abolissons, devenons dollars et c'est tout. Donc une dollarisation, ça veut dire que soit on l'a choisi, soit on l'a subi parce qu'en réalité, je crois que c'est ce qui s'est passé en Équateur. Donc c'est-à-dire que les gens fuyaient devant la monnaie locale et donc de fait, quand ils pouvaient avoir accès à des dollars, c'est pas forcément facile, mais ensuite les gens, quand quelqu'un en a, il peut payer l'autre en dollars, etc. Et l'autre accepte et puis voilà. Donc en fait, de fait, on est dollarisé. D'ailleurs, c'est une belle leçon pour tous ceux qui pensent que le cours légal c'est l'alpha et l'oméga d'une monnaie. Pas du tout. En fait, la monnaie, tant qu'elle remplit ses fonctions et qu'elle a cours légal, on va pas venir la contester. Mais si jamais une monnaie qui a cours légal ne remplit plus ses fonctions, vous inquiétez pas, les gens vont vite trouver à la remplacer. Donc là, il y a toujours des limites à tout. Alors évidemment, ça repousse la limite parce qu'on va mettre un peu de temps avant de contester la légalité, enfin le rôle de la monnaie légale, mais tout de même. Donc ça, c'est quand même des leçons intéressantes. Et c'est vrai que là, dans le cas de l'Argentine, en plus le dollar est vraiment là depuis longtemps. Il y a eu le currency board avec le 1-1. Donc je veux dire, c'est pas de la dollarisation, mais il ressemble beaucoup. C'est-à-dire qu'on maintient le peso, mais le peso est équivalent au dollar. Donc et puis de toute façon, l'Argentine a tout le temps vécu sur le dollar, puisque comme sa monnaie a rarement, depuis les années 80, il y a eu tellement d'épisodes de crise que finalement le dollar a quand même toujours été la monnaie du marché parallèle. Donc de toute façon, les Argentins, et c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration, c'est-à-dire que naturellement, effectivement. Mais cette histoire du 1-1, c'était, ils l'ont pas maintenu, puisque s'il y a autant d'inflation, c'est que de toute façon, ils créent de la monnaie. Ils l'ont maintenu pendant quelques années. Ça a duré, je crois que le 1-1, il a duré 2 ou 3 ans. D'accord. Donc dans sa interprétation stricte du currency board. D'accord. Et d'ailleurs, ça avait été aussi assez, mais il avait réussi à ce que ce soit pas explosif au début. Donc puisque ça a quand même duré, un petit peu. À partir du moment où ça a été mis en place, ça a duré quelques années. Mais ici, ça procédait de la même idée parce que le dollar est de fait la seconde monnaie. Quels sont les bénéfices attendus d'une dollarisation pour un pays qui choisit de le faire? Et c'est pour éviter qu'il y ait une incertitude sur en fait le devenir de la monnaie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dollarise, on n'a plus la main sur la politique monétaire. Donc on supprime le problème. Enfin, est-ce qu'on supprime le problème de l'inflation? Alors ça, c'est une question un peu plus compliquée, c'est-à-dire que
Après, faut voir à quel point. Alors, si on dollarise stricto sensu, a priori, il y a plus d'inflation. C'est-à-dire s'il y a plus de monnaie nationale. Oui. Et que là c'est vraiment, on peut pas avoir d'inflation. Non. D'accord. Parce que là, on ne peut avoir en tout cas que l'inflation résultat de la dévaluation lente mais sûre du dollar, mais pas. Voilà, on n'a pas plus d'inflation qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on peut pas avoir une création monétaire c'est-à-dire que si l'État, les provinces font des dettes et que il y a pas assez d'argent, enfin que ils peuvent pas, on peut pas monétiser la dette, c'est terminé. Il peut pas y avoir cette forme d'inflation, mais ceci dit, si le pays, je sais pas moi, par exemple, pour différentes raisons, les gens travaillent moins, produisent moins de valeur, enfin le tissu économique réel, on va dire, souffre. À ce moment-là, peut-être que je sais pas s'il y a moins de production de denrées alimentaires et de industriels, etc. Ils vont être, ils vont importer dans un premier temps. Puis après, quand ils n'auront pas assez d'argent pour importer, ils feront plus rien, quoi. Enfin, je veux dire, ils feront avec les produits qu'ils ont et il y aura pas forcément d'inflation, non. Ils auront juste une baisse du pouvoir d'achat. Ils auront une baisse parce qu'ils créent pas assez de richesse, mais il y aura pas d'inflation puisqu'ils n'ont pas de monnaie supplémentaire. Donc ils peuvent pas renchérir sur ce qui existe. Il n'y a pas de monnaie supplémentaire qui est créée. Oui, mais même ce que je voulais dire, c'est que même s'il n'y a pas de monnaie supplémentaire qui est créée, si en face la quantité de biens qui existaient diminue, est-ce que ça crée pas quand même une forme d'inflation? Alors une forme d'inflation, avec une quantité déterminée de dollars, je peux enchérir. Oui, tout à fait. Les dollars se font concurrence entre eux pour les biens qui existent. A priori, quand on a une insuffisance de biens aujourd'hui, ça résulte on importe. Voilà, c'est comme ça qu'on pallie aux insuffisances de production locale. Et après, effectivement, les importations deviendront plus chères. Oui, bien sûr. Et du coup, on les importera pas forcément. Donc, parce qu'on n'a pas assez d'argent, justement. D'accord. Donc, je pense pas, non, qu'on puisse faire générer démarrer une inflation à partir du fait parce qu'on n'a pas assez dans une économie, parce qu'aujourd'hui c'est le canal des importations qui va venir compenser en fait. D'accord. Et si on reprend l'exemple de l'Équateur, même si eux ont subi leur dollarisation, est-ce que ça leur a rendu service? Est-ce que par rapport aux pays comparables, aux pays voisins, est-ce que ça leur a réussi? Alors je voudrais pas m'avancer sur un terrain que je connais pas, parce que c'est vrai que je ne connais pas le bilan économique de l'Équateur. Il me semble que comme le Salvador, ça leur a permis de ne pas avoir d'inflation. Qu'ils ont un track record qui est relativement. Je n'ai pas de souvenir d'avoir l'Équateur qui a de l'inflation. Mais ça suffit pas à amener la prospérité. En tout cas. Non, malheureusement, c'est pas une recette magique. En fait, ça ne fait que enlever les doutes sur la crédibilité de la monnaie nationale. C'est-à-dire quand vous avez une monnaie nationale qui est effectivement épouvantable, qui a eu une histoire de mauvaise réputation, donc comme l'Argentine où ils ont répudié leurs dettes, ils ont fait défaut, ils ont contrôlé les capitaux. Enfin, je veux dire, quand vous avez tout ça, vous avez une très mauvaise réputation et ce qui vous empêche de faire appel aux capitaux étrangers, ce qui est quand même déterminant dans la situation qu'on va vivre maintenant en Argentine. Oui. Parce que quand vous avez une très mauvaise réputation, que votre économie elle est exsangue et que voilà, on n'en peut plus, il faut faire appel aux capitaux étrangers qui pourront, compte tenu des réformes majeures, se dire qu'ils vont peut-être pouvoir revenir en Argentine. On peut investir dans l'économie argentine. Parce que aujourd'hui, avec le niveau de corruption, de clientélisme, évidemment, il y en a encore des entreprises étrangères, mais c'est vraiment pas, c'est pas un long fleuve tranquille de faire du business avec l'Argentine. Donc, si vous avez un président qui annonce ça, qui dit voilà, je vais remettre, alors peut-être pas tout à zéro, mais on va quand même, vers une baisse tendancielle de toutes ces mauvaises relations économiques, on se dit peut-être qu'on peut retourner en Argentine, mais dans ces cas-là, effectivement, le peut-être retourner en Argentine pose la question de savoir si on peut, en termes de revenus, que ce soit stable ou pas. Et là, la dollarisation a quand même un intérêt. C'est-à-dire qu'au moins, ils n'ont pas ce problème de change ou de crédibilité de la monnaie. Ils l'ont en moins. Mais en revanche, il y a, je crois, une difficulté importante qui se pose quand on veut dollariser une économie et à laquelle devra faire face Milei, s'il le fait vraiment, c'est que si c'est trop brutal, tu me disais hors micro que ça a tendance à asphyxier asphyxier l'économie. Oui, parce qu'en fait, comme on va prendre ce qui existe comme dollar actuellement, et que par rapport et que donc il y a des demandes récurrentes. Enfin, il faut bien pouvoir accommoder toutes les demandes, et qu'aujourd'hui la masse de dollars est faible,
puisqu'elle est évaluée à quelques milliards, eh bien, ça veut dire que là, on est dans une déflation monétaire, c'est-à-dire qu'on va réduire de façon drastique la base monétaire, et donc. Moi, ce que je trouve intéressant dans cet argument, c'est que si je poursuis la logique jusqu'au bout, je pourrais dire que si c'est un problème de plus pouvoir faire de création monétaire soi-même, est-ce que ça veut dire que c'était une bonne chose? Est-ce que ça voudrait dire que créer de la monnaie peut créer de la richesse? Voilà. Non, bien sûr que c'est alors là où c'est compliqué dans la transition, c'est qu'en fait on ne permet plus aux activités d'avoir lieu, parce qu'en fait il y a une insuffisance de moyens monétaires pour donc on pourrait se retrouver dans une situation où les gens, ne pouvant pas aller acheter des choses, ils vont faire du troc à la place. D'accord. Voilà. Ça les forcerait, pourquoi pas, mais du coup c'est quand même disruptif, quoi. C'est pas un long fleuve tranquille de faire du troc, c'est compliqué. Bien sûr. Sans doute que je suis certaine que ça a existé dans des cas de crise importante. Oui, mais c'est juste pour survivre, hein, voilà, bien sûr. Non. Parce qu'on s'arrange toujours, on trouve toujours des solutions. Oui. Mais du coup, c'est quand même pas une partie de plaisir. Ça ne favorise pas à nouveau. Je veux dire, quand vous êtes une entreprise que vous projetez dans le temps, bon, c'est pas avec du troc que vous allez vous projeter très facilement. Même si on n'a pas beaucoup de dollars, est-ce que l'ajustement peut pas se faire par les prix, tout simplement? Oui, il y aura une forte déflation, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, donc les salaires vont baisser. Enfin, c'est ce que je disais. Il y a quand même un appauvrissement qui va se faire, mais qui est déjà là, mais qui va continuer. Oui, c'est ce que je disais. En fait, ça acterait. Oui, voilà. Ça acte, voilà, ouais. C'est exactement ça. Ça acterait l'état de pauvreté, en fait, actuel. La bonne manière de le faire, ce serait finalement de l'acter étape par étape? Alors, j'avoue que je suis très mitigée. Il y a une partie de moi qui me dit que finalement, si on faisait ça, ce serait pas plus mal, parce que ça remettrait les compteurs à zéro. Ouais. Mais effectivement, ça engendrerait, comme je disais, voilà, plein de situations dramatiques où du coup il va y avoir des solutions de bricolage, mais bon, qui seraient transitoires en même temps, parce qu'une fois qu'on a acté, bah c'est comme ça. Mais du coup, l'avantage c'est qu'on passerait plus vite à la suite, mais peut-être au prix de conditions compliquées. Oui, donc ça c'est un peu l'histoire de la thérapie qui peut tuer le malade si elle est administrée trop fortement. C'est ça. Et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que Milei a semblé penser, puisqu'il ne fera pas cette thérapie de choc. Ouais. Il a donc décidé d'aller sur le scénario, et je pense qu'il s'est un peu fâché effectivement avec Ocampo, qui était celui qui était très favorable à ce scénario de dollarisation. Et donc il maintient la Banque centrale, puisqu'il a donc nommé quelqu'un. Oui. Pour elle est encore là. Mais est-ce qu'il prévoit à terme quand même de dollariser normalement, complètement? c'est toujours c'est pas enlevé du programme, mais c'est repoussé. Mais bon, comme on sait très bien avec les politiciens. Oui, c'est quand c'est repoussé. C'est repoussé au calendrier grec, ouais. Voilà, on sait pas. C'est pas. En tout cas, pour ceux, à mon avis, qui étaient des convaincus, qui se disaient que c'était par là où on allait pouvoir réussir. Je pense que pour eux c'est un mauvais signal, c'est-à-dire c'est un signal de ça y est, il nous a entourloupé, il fera pas ce qu'il dit. Ouais, et ce que je comprends, grande gueule, mais voilà, c'est ce que je comprends, parce que si on veut, c'est ce qu'il a refusé de faire. Alors je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'Argentine parce que je ne connais pas. Je ne peux pas en proportion comparer. Il faudrait voir quelle était en fait la situation de l'Argentine avec Menem. D'accord. Pour vraiment voir, parce que Menem il a fait un truc qui était quand même très c'était assez violent, quoi. Oui, c'était violent parce qu'il a fait 1 contre 1. Ouais. Est-ce qu'effectivement à l'époque il y avait encore un peu plus de réserves de dollars qu'il n'y en a aujourd'hui? Voilà, ça c'était ma question, mais j'avoue que je n'ai pas la réponse, que j'ai pas, voilà, je suis pas allée voir dans les chiffres, mais ça serait intéressant d'aller voir si en fait à l'époque de Menem les réserves de dollars étaient aussi faibles qu'à l'époque aujourd'hui. D'accord. Voilà. Parce que Menem, il a fait cette thérapie. Donc, et effectivement, ça a été drastique et ça a été violent. D'accord. Donc, est-ce qu'effectivement, il faut pas un truc violent d'un seul coup? C'est comme les transitions dans les pays de l'Est à l'époque, quoi. Oui, donc là, on retombe vite finalement sur des questions politiques, même si sur le papier, ce serait la chose à faire, mais en réalité. Voilà. Et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut reconstruire les réserves. Alors, il y en a qui disent au niveau des experts qu'en fait, pour pouvoir dollariser, il faut avoir à peu près une 30aine de milliards dans les réserves avec un afflux continu. Oui, là c'est la question de l'afflux en fait qui est embêtante. Voilà. Mais bon, ils exportent quand même parce que par exemple, ils exportent beaucoup de viande, de soja et de choses comme ça, je crois. Oui, ils exportent. Il y a une partie d'exportation. Mais en effet, il y a cette interrogation. Donc lui, il dit je préfère passer par une transition, donc maintenir la banque centrale.
avec toujours les contrôles de capitaux, hein, aussi pas pour éviter qu'effectivement ce soit que les capitaux s'en aillent tout de suite. Mais ceci dit, si déjà la Banque centrale adopte des politiques de discipline monétaire, déjà ça peut faire une bonne partie du travail, quoi. Oui, puisque s'ils arrêtent effectivement de monétiser à tout va les dettes à la fois locales parce qu'à un moment donné, même si le peso est très faible face au dollar, l'important c'est qu'il arrête de bouger. Oui, surtout, et puis effectivement, ce qu'il a fait tout de suite, c'est qu'il a dévalué, c'est-à-dire qu'il a pris acte de la valeur du de marché. cours voilà. Donc ça, en général, déjà théoriquement, il devrait pouvoir enlever le contrôle d'échange assez vite, parce que quand vous vous rapprochez de la vraie valeur de la monnaie, en général, après le contrôle d'échange, il est superflu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acté que c'est très dévalué, c'est très dévalué, et puis c'est tout, c'est fini. Il y a plus besoin de. Bon, maintenant, après, je pense qu'il attend, c'est de voir si les gens sont convaincus que ça va bien rester autour des 800. Le taux qu'il a mis, c'est 800. Sur le marché noir, c'est entre 800 et 1000. Donc, est-ce qu'effectivement c'est là, et donc ceux qui ont des dollars, ceux qui ont des pesos et qui veulent des dollars pour être sûr de s'abriter, est-ce qu'ils vont croire qu'effectivement on va s'arrêter là, et donc du coup ils vont arrêter de vouloir enlever leurs avoirs en pesos pour les convertir? Voilà, c'est ça, de savoir si parce que s'ils lèvent les contrôles de capitaux et que les gens veulent toujours s'en aller, c'est un coup pour rien. D'accord. Donc c'est un coup pour rien. Ça veut dire qu'en fait il va mettre encore plus de temps en fait. Et c'est de savoir si la valeur est la valeur de la monnaie est au bon niveau. Si elle est au bon niveau, les contrôles de capitaux, si lui est crédible par ailleurs dans les autres décisions qu'il a prises, devraient s'estomper. Mais il me semble que le bon niveau, on ne peut le savoir qu'en ayant des taux de marché, justement. Donc si on enlève le contrôle des capitaux, le taux de marché noir, il est entre 800 et 1000. Donc, je veux dire, il me semble que si on enlève le contrôle des capitaux, de toute façon, la fuite éventuelle des capitaux, dans une certaine mesure, fait que on arrive à une valeur qui d'une manière ou d'une autre, se stabilise. Je pense qu'il a peur que du coup, ça continue à s'effondrer. Bon, maintenant, peut-être qu'il aurait pas dû s'en inquiéter. Il aurait peut-être juste dû le faire. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est ça le principal, la principale inconnue. D'accord. Ma dernière question, puisqu'on dit que Milei est un anarcho-capitaliste, qui est pour la vente d'organes, la libre vente d'armes, etc., est-ce qu'il a exprimé des positions par rapport à Bitcoin, qui est quand même un truc généralement assez apprécié des ultra-libéraux, libertariens Alors, il a dit qu'il était ami. D'accord. Bitcoin. Mais donc là, il est pas contre. Non, il est pas contre. Mais ce qui est intéressant, ou ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il l'ait pas mentionné. Moi, je m'attendais à ce qu'il. Oui, il aurait même pu faire campagne dessus, quoi. Ce serait totalement. Parce que c'est pas la radicalité de Bitcoin qui peut lui faire peur. Non. Lui, il a aucune limite. Et de toute façon, de fait, en Argentine, les gens qui ont visité l'Argentine savent très bien que le Bitcoin est très présent. C'est-à-dire que donc les gens l'utilisent vraiment. En Argentine. Alors utilisent. En tout cas, c'est un moyen pour eux de préserver leurs avoirs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils proposent des produits. Lorsque je dis l'utiliser, c'est pas forcément dans les transactions. Alors dans les transactions, moi je n'ai pas d'informations particulières sur les transactions. Par contre, ils l'utilisent pour gérer. Comme moyen d'épargne, quoi. Oui, pour hedger l'inflation, pour sortir éventuellement leur argent et pour être sûr qu'il va pas être exposé en fait à des dévaluations et puis aussi à des saisies, comme il y a pu y avoir au Liban. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, et c'est vrai qu'il n'a pas parlé plus que ça. Et moi, j'aurais presque attendu qu'effectivement, lorsqu'il a décidé qu'il n'allait plus supprimer tout de suite la Banque centrale, j'aurais cru qu'il allait dire, je laisse aussi le Bitcoin circuler. Officiellement. Oui, parce que là actuellement, alors on pourra peut-être pas dire là comme ça quelle est la situation précise, et en plus elle aura peut-être changé d'ici la diffusion, mais je pense que ce sera intéressant d'observer quel est le statut légal du Bitcoin en Argentine. Est-ce qu'il est toléré? Est-ce qu'il est autorisé? Je pense qu'il est toléré. Je ne pense pas qu'il l'ait banni. Mais bon, voilà, il aurait pu être beaucoup plus proactif en tout cas par rapport à ça. Il aurait pu être institutionnalisé. Je sais pas, on pourrait autoriser par exemple les entreprises à accepter les paiements en Bitcoin ou à en détenir à leur bilan ou ce genre de choses. Oui, alors pour le moment rien ne l'empêche non plus, mais il faudrait regarder effectivement dans le détail quel est le. Oui, souvent ces histoires de réglementation, il faut vraiment regarder dans le détail. Et là, ce serait carrément une autre émission. Si effectivement il est aussi utilisé dans le règlement des entreprises. Là, je ne le sais pas dans le détail. Mais par contre, effectivement, les Argentins l'utilisent comme dans tous les pays où il y a ce phénomène-là. Comme je disais précédemment, je veux dire, le Liban, c'est un pays où on n'entend pas parler, mais néanmoins le Bitcoin a une place extrêmement importante. Bien sûr, oui. Parce que
que il y a une c'est la méfiance survie, là-bas, hein. Exactement, c'est la survie. Donc là, on est dans le même scénario. Donc forcément, le Bitcoin aussi est présent, mais effectivement, il aurait pu en faire pas un cheval de bataille, mais dire que du coup, dans ce scénario où il n'y avait pas de dollarisation immédiate, eh bien, il encourageait à la créativité et donc à la concurrence monétaire. Oui, la concurrence monétaire, en fait, c'est ça qui m'a un peu déçu, pour être très honnête. Moi, je m'attendais à ce que du coup, bon, pourquoi pas. Enfin, je comprends ces réflexions sur dollariser tout de suite ou pas. Oui. Mais du coup, moi, j'aurais pensé qu'il allait être un peu plus fantaisiste que ça et dire, après tout, ça aurait bien collé avec le personnage. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc, si je me résume, au global, tu es quand même plutôt optimiste. Je parle bien de l'aspect économique. Hein. Après, moi, j'ai même pas creusé les aspects plus dérangeants, en tout cas, qui peuvent déranger du personnage même. Du personnage même, son côté un peu populiste, etc. Mais toi, en tant qu'économiste plutôt adepte des solutions d'inspiration libérale, c'est presque, ça reste quand même le candidat rêvé. Je pense que depuis qu'on a eu, depuis Margaret Thatcher, qui était quand même la seule, là, je dis pas que c'est son équivalent parce qu'elle était quand même un peu d'un niveau un peu différent, Margaret Thatcher, mais c'est le premier candidat qu'on a d'aussi, en tout cas, qui a envie, aussi proche d'un programme qui veut vraiment faire des réformes tranchées. D'accord. Mais comme je disais, on va voir, je pense que là, dans les semaines à venir, ça va se voir assez rapidement. Ça va être décisif, on va voir en fait à quel point il est ancré, et c'est là où j'ai des doutes. C'est-à-dire qu'autant Margaret Thatcher, c'était quelqu'un de très structuré par rapport au libéralisme. Elle avait elle savait, c'était quelqu'un de sachant, qui avait des vraies convictions. Moi, le côté conviction de Milei, effectivement, je le questionne parce que je ne suis pas sûre qu'il soit aussi convaincu que ça de ce côté libertarien et anarcho-capitaliste avec les réformes économiques qui vont avec. Donc là, j'avoue que je suis plus dubitative. J'espère juste que son positionnement dans les élections va continuer pour que le pays aille mieux, parce que de toute façon, on est dans une impasse. Parce que si c'est pas lui, c'est quoi? Enfin. Moi, en tout cas, je terminerai là-dessus. Ce que je trouve fascinant dans l'élection de Milei, c'est le fait que on peut être élu au suffrage populaire en disant il y aura du sang et des larmes. Oui. C'est ça qui est fou, hein. C'est intéressant parce que ça montre à quel point on est arrivé au bout du bout, en fait, de ce système péroniste. Oui, on peut pas faire croire éternellement aux gens que l'État peut dépenser quoi qu'il en coûte. Exactement. Non, mais c'est ça qui est intéressant en fait dans l'histoire, c'est que effectivement la grande leçon, donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus douter totalement de lui, c'est que il y est arrivé en disant il a vraiment pas il a pas dit demain c'est rose, il a dit on va continuer, mais pour aller mieux après. D'accord. Voilà. Ok, super. Bon, merci beaucoup Nathalie Janson. Merci Pierre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont donné de l'argent à Contrepoint pour nous permettre de continuer dans les années qui viennent lors de la collecte de fin d'année. Merci aussi à tous ceux qui partagent l'épisode et qui en parlent autour d'eux, parce que c'est toujours important d'avoir de nouveaux auditeurs. Pensez à consulter les quelques liens en référence, et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!